Entre SpaceX qui déplace une de ses plus anciennes fusées, une petite navette spatiale européenne qui s'apprête à décoller, une sonde qui survole un astéroïde, une fusée française qui va avoir droit à sa méga-usine et encore d'autres, l'heure est une nouvelle fois venue, je crois, de faire ensemble le point sur les actualités spatiales de la semaine. Avant ça, je vais juste vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de la suite. Sur ce, pour attaquer les actualités spatiales, on va parler d'une petite navette spatiale européenne autonome. En effet, en 2027, la petite navette autonome Space Rider, qui fera environ 5 tonnes au lancement, devrait décoller. Capable de rester jusqu'à environ 60 jours dans l'espace, elle permettra d'emporter jusqu'à 600 kg d'expérience et d'instruments qui seront ensuite rapatriés sur Terre pour analyse. Dérivé de l'IXV, son prototype, un véhicule expérimental qui vola une seule fois en 2015, la navette est aussi dotée de ce que l'on appelle un module de service qui permettra de lui fournir la propulsion et l'approvisionnement en énergie. Et ce module, non réutilisable et baptisé ALEC, avance bien. Il a en effet récemment passé des essais de résistance aux vibrations et aux chocs qui seront légion lors de son lancement à bord du petit lanceur italien Vega. Les feux sont donc tous ouverts pour la suite de son assemblage et de son intégration en vue du décollage de la navette en 2027. Mais ces derniers jours, on allait aussi pas mal reparler du français Latitude. L'entreprise travaille en effet sur le petit lanceur Zephyr qui pourra emporter une centaine de kilos en orbite basse. Alors que le vol inaugural est attendu d'ici une douzaine de mois en Guyane, c'est une estimation assez floue, malheureusement je dois l'admettre, c'est en France que les choses s'accélèrent. L'entreprise enchaîne en effet les essais de moteur, la construction des stands d'essai pour les lanceurs, mais aussi les contrats juteux. On sait en effet désormais que Latitude va bénéficier de prêts dans le cadre du programme français Première Usine. Et cette usine sera titanesque. In fine, l'objectif est en effet de produire chaque année 50 exemplaires de Zephyr, ce qui permettra à l'entreprise de se doter d'une des capacités de tir les plus régulières du New Space européen et qui n'aurait rien à envier à des entreprises comme Rocket Lab. Mais il n'y a pas qu'en Europe que les choses s'enchaînent. Aux États-Unis, c'est le second exemplaire de New Glenn dont les éléments, tels que le second étage, commencent à être livrés. Et si tout va bien, cet exemplaire lancera les 2 petits satellites de la mission martienne Escapade. Mais ce vol sera aussi l'occasion pour Blue Origin de retenter de récupérer son booster sur la barge Jacqueline, alors que la première tentative s'était soldée par un échec. Mais dans un autre style, il y a quelques jours, on allait aussi parler astéroïdes. Le 20 avril, la sonde Lucy a en effet survolé l'astéroïde Donald Johansson à environ 960 km. Après avoir survolé Dinkinesh en 2023 et découvert qu'il avait une petite lune, elle survolera encore 5 autres astéroïdes proches de Jupiter. L'objectif de la sonde sera, en étudiant ces astéroïdes, de mieux comprendre la formation des planètes et la façon dont l'orbite des géantes gazeuses aurait migré lors de leur jeunesse. Cette migration, encore théorisée mais étayée par des preuves de plus en plus troublantes, expliquerait entre autres des phénomènes comme le grand bombardement tardif qui amena l'eau sur Terre. Et il n'y a pas qu'à travers Lucy que le système solaire allait être mis à l'honneur. De son côté, la sonde New Horizons, qui avait survolé Pluton en 2015, continue de s'éloigner de la Terre. Elle a récemment été sortie de sa veille pour entamer 6 mois d'observation sur les petits objets de la ceinture de Kuiper, ainsi que le rayonnement et les poussières qui l'entourent. La sonde alterne en effet entre des phases d'éveil et d'hibernation qui permettent à la fois de soulager le budget et l'électronique de bord. Ces phases, qui n'avaient jamais été tentées avant elle, sont ainsi assez importantes pour espérer la faire durer le plus longtemps possible et peut-être, avec un énorme coup de chance, survoler un autre astéroïde comme Arrokoth qu'elle croisa le 1er janvier 2019. Mais cette semaine, on allait aussi parler de SpaceX. Et pour le coup, pour parler de cette actualité, il va falloir retourner quelques années en arrière. De 2012 à 2013, SpaceX a en effet opéré un véhicule un peu particulier. Enfin, il y en a eu 2, mais seul le premier a survécu et le second a été détruit lors d'un essai. Baptisés Grasshopper, les véhicules ont permis à SpaceX de poser les bases de la réutilisation de Falcon 9. Résistance structurelle, logiciel de guidage et autres ont en effet énormément bénéficié et se sont basés sur ces prototypes, dont il ne reste aujourd'hui que le premier exemplaire. Et jusqu'à présent, ce premier prototype a passé sa vie sur le site de McGregor au Texas. C'est un site largement utilisé par SpaceX, puisque c'est aussi là que sont développés les moteurs Raptor du Starship, enfin là où ils sont testés, et où sont testés les seconds étages de Falcon 9. Mais il y a quelques jours, vers le 14, les choses ont changé. Le véhicule a en effet été déplacé et les intentions de SpaceX ne sont pas encore exactement claires.
Il semblerait néanmoins que l'entreprise ne veuille déplacer Grasshopper à Starbase au Texas également, où l'entreprise désirait créer un petit musée de son passé. On verra donc d'ici quelques jours comment tout ceci se passera, et j'espère en reparler d'ici quelques temps. Mais en attendant, Grasshopper n'allait pas non plus être le seul véhicule réutilisable dont on allait parler. En Chine, c'est Landspace qui avance sur son lanceur Zhukwei 3. Attendu cette année, il s'agit d'un lanceur réutilisable comparable à Falcon 9, mais qui utilisera un mélange de méthane et d'oxygène comme carburant. Et alors que les choses se faisaient un peu discrètes, de nouvelles images montrant des moteurs probablement dédiés au vol et des essais des pieds d'atterrissage sont apparues. Mieux encore, il semblerait que l'entreprise soit sur le point de mener le premier essai statique d'un exemplaire de vol de son nouveau lanceur, qui prendra la relève du plus petit Zhukwei 2. Tous les feux semblent donc au vert pour un premier lancement qui pourrait, si tout va bien, se faire d'ici le troisième trimestre 2025. Mais cette semaine, il allait aussi se passer des choses dans l'espace. Et pour ça, un nouveau retour en arrière s'impose. Les plus anciens abonnés s'en rappelleront, mais le 25 février 2020, on allait avoir droit à une actualité assez atypique. Fabriqué par Northrop Grumman, le véhicule baptisé MEV-1 pour Mission Extension Vehicle 1 s'accrochait en effet au satellite de télécom Intelsat 901. Lancé en 2001, Intelsat 901 était en effet arrivé à court de carburant. Et avec le MEV, Northrop Grumman inaugurait son service permettant de propulser un satellite, corriger son orbite régulièrement et prolonger sa durée de vie de plusieurs années. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et finalement, ce 9 avril, il allait devenir le premier véhicule commercial à se désamarrer d'un satellite. Intelsat 901 a en effet été prolongé de 5 ans comme le voulait le contrat et est désormais sur une orbite poubelle. Si la suite n'est pas encore très claire, on n'est pas non plus arrivé à la fin du MEV1. Northrop Grumman mentionne en effet que le véhicule va entamer sa prochaine mission sans que plus de détails ne soient donnés. Enfin, la Chine communique aussi de plus en plus sur sa mission de défense planétaire attendue en 2027. Tout comme la NASA avec DART il y a quelque temps, l'objectif est d'aller s'écraser violemment sur un astéroïde pour en étudier la redirection, un outil qui permettrait d'être crucial si un astéroïde dangereux venait à être découvert. La mission devrait ainsi comporter à la fois un impacteur, mais aussi un satellite qui étudiera l'impact en temps réel et son effet sur l'astéroïde. Elle reprend ainsi un peu l'architecture originale de la NASA, qui a entre-temps changé et vu la création de la sonde européenne Hera qui arrivera en 2026, bien après l'impact de DART en 2022. Néanmoins, l'impact a quand même été étudié un peu en temps réel aussi, puisque des télescopes spatiaux comme Webb, Hubble ou les CubeSat et LiCiaCube lancés avec DART ont permis d'observer tout ça. Enfin, en parlant d'astéroïdes, on notera que l'entreprise Astroforge a commencé à fabriquer son prochain satellite qui, après l'échec d'Odin, devrait tenter de se poser et s'agripper à l'astéroïde 2022 OB5 d'ici encore quelques mois. Si tout va bien, le satellite décollera début 2026 lors d'un lancement partagé avec le troisième atterrisseur lunaire d'Intuitive Machines, mais ça, j'en reparlerai encore le moment venu. Enfin, Rocket Lab signait aussi des contrats juteux avec la défense américaine et celle du Royaume-Uni pour mener des essais supersoniques avec son programme HASTE, qui utilise une version modifiée d'Electron, leur petit lanceur, pour lancer des véhicules hypersoniques sur des trajectoires balistiques. De son côté, l'America United Launch Alliance et son lanceur Vulcan ont eux aussi obtenu de nouveaux contrats avec la Space Force, permettant aux deux entreprises de dégager à nouveau de conséquents revenus. Sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle dose d'espace.